Bien, bonjour à tous. Bienvenue dans cette avant-dernière vidéo pour le cours d'atelier d'économétrie. Donc aujourd'hui, on va parler de tout ce qui est API, donc les interfaces de programmation, je vais le définir plus tard, et le web scrapping qu'on utilisera, qu'on introduira à l'aide de Python de façon très simple. Donc ce que je voulais notifier aussi, c'est qu'à la base, on avait prévu un cours de simulation avec Python. Mais dans une des séances de discussion qu'on a eues le jeudi soir, vous avez été nombreux à plutôt réclamer un cours sur, voilà, sur les données de façon générale et sur pourquoi pas récupérer des données à partir de Python sur le web, donc pouvoir les traiter de façon plus automatique et vous éviter tout un tas du coup, de traitements manuels avec des téléchargements de fichiers Excel, de fichiers en tout genre pour gérer vos données, notamment économiques pour vos projets économétriques. Donc ce cours, à mon avis, vous sera utile de façon générale, que ce soit pour le N2 ou que ce soit pour vos futurs boulots, puisqu'on va souvent vous demander d'aller rechercher de la donnée, de la mettre en forme, etc. Donc là, on ne va pas faire la partie mise en forme, mais déjà la partie requête, c'est un énorme travail. Donc, par exemple, imaginez, vous ayez à récupérer des données qui se trouvent sur des centaines de pages sur un site web, vous n'allez pas le faire à la main, vous allez l'automatiser, je l'espère par exemple avec Python. Euh, donc voilà le plan du cours. Le cours s'organise en trois parties. Donc, je vais vous parler des sources de données gratuites. Donc ça, c'est ultra rapide. Il y a une petite erreur de titrage. Hop. Donc les sources de données gratuites. Donc ça, vous en connaissez déjà la plupart d'entre vous, puisque vous avez commencé vos projets, vous avez récupéré des données. Donc là, je vous ai fait une sorte de liste, mais évidemment non exhaustive. Donc on va en parler après. Euh, le point 2 de cette séance, ça va être l'utilisation des API avec Python. Donc les API, je vais vous présenter ce que c'est, etc. Et encore une fois, une erreur de plan. Donc voilà. Et ensuite, on va faire une introduction à ce qu'on appelle le web scrapping. C'est-à-dire quand on ne peut pas avoir facilement les données déjà mises en forme comme on le souhaite, donc avec les sources de données gratuites. Quand on ne peut pas utiliser une interface de programmation, en gros, c'est un petit système sur le site web qui fait en sorte que ce soit simple pour vous d'aller récupérer les données sur Python ou sur R, ou sur d'autres trucs. Dès qu'il n'y a pas ce petit outil qui est l'API, on pourra utiliser des méthodes de web scrapping, donc c'est une façon générale d'aller récolter de la donnée sur Internet. Donc on va voir ça à travers notamment un exemple à la fin qui sera peut-être plus parlant. Donc pour les sources de données gratuites, donc vous en connaissez déjà un tas. Donc là, je vous en ai fait une liste. Donc par exemple, pour tout ce qui est un peu plus financier, donc vous avez Morningstar pour les trackers, les ETF et autres fonds. Donc ça, c'est un peu le site principal où vous avez toutes les informations sur les fonds d'investissement. Donc si vous faites de la recherche plutôt sur quelque chose de financier, etc. Vous avez évidemment les sites des émetteurs d'ETF, donc BlackRock, Lyxor, UBS et Amundi, c'est les principaux. En tout cas, si vous ouvrez un compte titre chez n'importe quel broker, vous verrez, c'est les principaux fournisseurs d'ETF. Vous avez les places boursières, donc comment dire, les gestionnaires de bourse, comme Euronext ou d'autres, qui proposent des services de données. Donc vous pouvez télécharger un certain nombre de données, notamment des référentiels d'indices, etc., d'indices boursiers par exemple, et des données historiques aussi. Vous avez les sites des institutions, donc de l'autorité des marchés financiers, de la Banque de France, ils ont un service de données, etc., pour tout un tas de choses, macro, plutôt infrastructure de marché, etc., pour l'AMF. Quandle, ça c'est un site intéressant, donc relativement récent, donc c'est une sorte de site d'agrégateur de plusieurs autres sites et sources de données, donc c'est un truc assez, euh, assez novateur, je dirais. Donc vous pouvez avoir accès aux données avec une simple inscription, etc. Donc c'est très intéressant à voir. Donc ça ressemble un peu dans l'idée un peu à Reuters avec des données parfois un peu plus différentes. Donc on en parlera après, des données alternatives. Donc voilà, des données originales en clair, pas des données forcément que d'entreprises, de cours boursiers, etc. Donc jetez-y un coup d'œil, c'est très intéressant.
Vous avez un site là qui est très bien aussi pour les données, encore une fois boursières. Je vous recommande de l'utiliser, il est vraiment bien. C'est AlphaVantage, donc c'est gratuit. Il va falloir que vous récupériez ce qu'on appelle une API key. C'est une clé qui vous permet d'utiliser le service, le service de fourniture de données du site. Donc on va en parler avec les API. Donc ceci est très intéressant. Donc la Fred, vous le connaissez. Fred, c'est le site de la Fed, donc où vous allez chercher vos séries, la plupart du temps macroéconomiques. Donc relativement simple à utiliser également. Il y a aussi un système d'API en fait, et il y aura un système d'API pour à peu près tous les sites que je vous ai listés ici. On va en parler après. En fait, ça voudra dire que simplement, au lieu d'aller chercher les données à la main sur le site, vous pourrez le faire depuis Python. Un autre site qui est très intéressant, bon peut-être plus compliqué pour vous pour l'instant, c'est l'équivalent de Fred. C'est un site de la Federal Reserve aussi, pour les données textuelles. Donc toutes les minutes, par exemple, publiées par la Fed tous les trimestres, d'autres données, mais des données textes cette fois. Donc vous n'avez pas fait de cours particulier sur les données, textuelles, mais vous pouvez vous amuser à aller voir un peu les documents textes, les rapports, les discours, etc., que les membres de la Fed auraient fait, par exemple, au cours du temps. Donc il y a des économistes qui s'intéressent à la tonalité des discours publiés dans ce genre de base de données, donc ça peut être intéressant. Intéressant et original, parce qu'il n'y a pas beaucoup qui travaillent là-dessus. L'ESMA, donc ça c'est le régulateur de la bourse européenne. Ok, donc c'est une sorte d'équivalent de la Fed, de la Fed américaine en Europe. Donc pareil, vous avez des bases de données mises à disposition sur leur site. Donc ça c'est après, faut aller fouiller un petit peu. Ah oui, un site très original en fait qui vient de sortir il n'y a pas très très longtemps, ça s'appelle Papers. Donc alors je reconnais que je comprends le nom par rapport au contenu, mais en fait c'est un site qui contient toutes les informations de greffe et toutes les informations de la vie des sociétés en France. Donc à l'époque, vous deviez requêter un site qui s'appelait Sirène. Aujourd'hui, là, il y a des personnes qui ont construit ce site, donc qui est conçu autour d'une API, euh, qui vous permet d'aller requêter en fonction de certains critères, comme vous le voyez ici, des entreprises en fonction du département, de la forme juridique, de la date de création, est-ce qu'elle a fait faillite, etc. Toute la vie de l'entreprise est synthétisée sur ce site. Et c'est un site qui a été créé après l'adoption de la loi Macron de 2015, donc qui met de l'open data administratif. Donc toutes les données de l'administration française sont entre guillemets mises en disponibilité pour le public. Et donc c'est très intéressant parce que peut-être que vous connaissez, c'est les sites comme société.com ou choses comme ça qui faisaient payer en fait des recherches sur les entreprises. Par exemple, vous lancez dans une affaire, je sais pas moi, j'en sais rien, de fabrique de menuiserie dans votre département et vous voulez voir, vous voulez un petit peu vous informer sur la concurrence, combien il y en a encore en activité, etc. autour de vous. Et bien, pour faire ces requêtes-là sur société.com, toutes ces requêtes-là étaient payantes. C'était pas super cher, mais c'était peut-être quelques dizaines d'euros, voire centaines d'euros en fonction de la recherche que vous faisiez. Et donc maintenant, cette information, grâce à ce site, est devenue facilement accessible, gratuite et complète. C'est vraiment c'est un site en fait que j'ai découvert il n'y a pas longtemps et ils ont du mal à se faire connaître parce qu'ils n'ont pas de budget publicité. Donc en fait moi je l'ai mis dans ce cours parce que je trouve que ça pourrait être intéressant pour des économistes ou même en général des futurs employés de banque ou j'en sais rien. Donc voilà, vous avez ce site-là, très très intéressant et très nouveau. Vous avez un autre site qui est très intéressant cette fois pour les données d'échange, pour d'échange de marchandises, d'export, d'import, etc. Donc, ça s'appelle l'Observatoire de la complexité économique. Donc, c'est un site aussi très bien quand vous travaillez sur les sujets des thématiques de commerce international, etc. Euh, il y a énormément de bases qui existent sur cette thématique-là. Celle-ci se source sur d'autres bases que vous connaîtrez certainement quand vous travaillez sur ces sujets, mais le site a l'avantage d'être ultra bien fait,
euh, avec des trucs ultra dynamiques. Donc par exemple, sur cette page, je vais filtrer les exports par pays. Je vais choisir un pays, ok, au hasard Madagascar. Hop. euh, donc voilà, et je veux voir ce qui s'est échangé, les exports de Madagascar en 2019. Donc je construis la visualisation. Et là, on voit que finalement, ben voilà, comme on sait, on s'en doute, l'essentiel de la vanille du monde vient de Madagascar. Donc, il y a eu 20% les exports de Madagascar sont composés à 20% de vanille, de nickel, de cobalt, etc., de minerais, un peu comment dire, de textile, etc. Donc, c'est très bien fait. Donc, ça nous permet d'avoir une vue rapide sur tous les éléments de commerce de pays à pays. Donc là, je peux encore filtrer, je peux chercher un partenaire. Là, j'ai pas mis de partenaire, donc là, c'est Madagascar vs le reste du monde. Donc voilà, site très intéressant, donc je vous recommande d'y jeter un œil. Vous pouvez vous enregistrer, ça vous permet de sauvegarder des recherches, je crois. C'est très bien. Donc vous avez cette fois-ci le site, enfin comme d'hab, le site de l'INSEE, c'est le truc le plus standard, même si à titre personnel, je le trouve toujours un peu plus compliqué que les autres, mais enfin une question d'interface et de goût, j'imagine. Mais voilà, vous avez le site de l'INSEE. Vous avez le site de l'OMS, bon, les données de santé, c'est peut-être pas votre spécialité, mais si vous faites l'économie de la santé un jour, j'en sais rien, ça peut vous être utile. OCDE, Banque mondiale, voilà, donc il y en a plein d'autres. Il y a aussi le gendarme de la bourse américaine, donc la SEC, Security Exchange Commission, qui met à disposition en fait une base de données qui s'appelle EDGAR, donc c'est facile à retenir pour des Français. Vous pouvez mettre un symbole qui s'appelle le CIK, c'est un identifiant qui est donné à chaque entreprise faisant plus d'un certain montant de chiffre d'affaires. Ok, c'est un identifiant qui est donné par la SEC à ces entreprises et qui leur permet en fait, et c'est obligatoire, de fournir un certain nombre de documentations euh, aux gendarmes américains. Donc par exemple, quand ils publient des rapports annuels, des rapports trimestriels, ils doivent les envoyer à la SEC. Et bon, alors, pas toutes les entreprises, vous imaginez, le petit commerce du coin, c'est pas très intéressant, mais notamment les entreprises qui sont cotées en bourse avec je sais plus quel est le plafond, mais avec un certain plafond de chiffre d'affaires ou de résultats, je sais plus. Donc voilà, ça c'est très intéressant. Donc par exemple, si je tape ici Apple, donc vous avez ici toute la documentation, liée à la vie économique et comptable d'Apple. Donc tous les événements et tout sont reportés, donc vous avez d'autres vues, voilà. Donc là vous avez toute la vie de l'entreprise Apple en termes de documentation et de rapports. C'est très intéressant, c'est de la donnée, je sais pas comment on peut appeler ça, mais c'est du demi-texte, dans le sens où c'est des rapports, donc c'est du texte, mais c'est du texte qui est le plus souvent balisé. C'est-à-dire que ça permet au système d'information et aux développeurs d'aller chercher mécaniquement des éléments dans les rapports sans avoir à faire une lecture humaine de ces rapports. Euh, Pareil, eux disposent d'une API, donc vous pouvez comment dire, utiliser Python, utiliser ces données-là via Python. Euh, c'est des données très intéressantes. En fait, peut-être que vous connaissez les terminaux Bloomberg ou d'autres terminaux. En fait, quand vous tapez le nom d'une entreprise sur un de ces terminals-là, type Bloomberg, vous allez avoir un certain nombre enfin, une sorte d'état financier avec les résultats, enfin le compte de résultats, bilan, etc., avec les valeurs à l'intérieur. Ben, en fait, ces agrégateurs de données type Bloomberg se sourcent à partir de cette base de données qui est la base de données brute, entre guillemets, et officielle. Donc c'est un site très intéressant, je vous encourage à aller voir si vous voulez bosser sur les sociétés américaines, sur leurs rapports, voir des éléments, ou si vous investissez en bourse, voir un petit peu ce qui se fait, donc c'est très intéressant. Donc évidemment, j'ai mis 3 petits points ici, parce qu'il y a énormément d'autres sources de données gratuites, facilement accessibles. Là, je vous ai mis celles que, a priori, j'ai le plus utilisées. Il y a aussi des bases de données sur le monde agricole aux États-Unis, donc l'USDA, choses comme ça. Bon, impossible de toutes les citer, je vous ai simplement mis celles qui pourraient vous intéresser, celles que je connais.
Donc la plupart du temps, ces bases de données sont gérées par des institutions. Il existe un autre monde, c'est-à-dire que ça, c'est les données qui sont mises en forme, fait pour être fournies au public. Mais il existe tout un autre monde, c'est ce qu'on appelle les données alternatives. Elles sont souvent assimilées à ce qu'on appelle du big data. C'est les données ultra volumineuses comme les données de satellites, tout ce qui est les données émanant de capteurs, donc je sais pas moi, les caméras de vidéosurveillance, les photos, les transactions Internet, activités de navigation, de géolocalisation, tout ça aussi, c'est de la donnée qui potentiellement un jour pourra intéresser davantage intéresser les économistes. Euh, Ça existe, il y a des économistes qui s'y intéressent, mais ça fait appel parfois à des méthodes un peu techniques qui sont un peu éloignées de ce qu'on sait faire en économie, mais c'est en train de changer et c'est en train de, comment dire, voilà, c'est cet aspect technique et je pense que l'ingénieur de recherche reviendra un petit peu vers l'économie à cause de ça. Donc voilà, donc toutes ces données-là, malheureusement, il existe des outils pour les rendre disponibles et plus praticables pour les utilisateurs, mais ça reste plus compliqué et pour trouver une façon de les utiliser dans une configuration d'études économiques, c'est de suite beaucoup plus compliqué. Euh, donc voilà, ça c'est la plupart des données, je dirais, des données comme ça, big data. Ouais, bon, ouais, je fais une petite erreur, bon, on les trouve un peu partout, institutions, entreprises, universités, enfin, et toutes les autres, surtout par les GAFA. Voilà, donc du coup là il y a peut-être un petit inversement dans l'explication ici, dans le texte. Enfin, je voulais juste vous parler d'un autre truc que je trouvais très intéressant, c'était un site américain qui s'appelle Muddy Water Research. Je trouvais ça très intéressant parce que ce monsieur-là, qui s'appelle Carson Block, qui est le créateur de cette société de due diligence, est un influenceur sur le marché américain et a créé ce site-là. Et en fait, c'est un site où vous avez de la recherche gratuite sur les entreprises. Et étant donné que c'est un influenceur et il a énormément de poids, enfin, on a confiance en sa parole et en la recherche de sa société, qui fait bouger les marchés. C'est-à-dire quand il publie quelque chose sur une société, en général, le cours boursier varie, pourquoi pas à la baisse. Mais ils se sont spécialisés dans la détection de fraude comptable, etc. Et je trouve ce site particulièrement intéressant parce que l'homme qui l'a créé est très intéressant. Et, euh, et voilà, donc ça c'est un petit plus, c'est pas vraiment une base de données, mais c'est très intéressant. Et donc eux, comment ils gagnent leur vie? Ils ont le site qui fournit la recherche gratuitement, mais derrière, ils ont un fonds d'investissement pour prendre position sur leur recherche, etc. Donc, voilà. Mais bon, ce site est très intéressant. À un moment donné, ils avaient épinglé Casino à une époque, voilà, pour faire un peu de recherche. Donc ça, c'est tout ce qui est source de données gratuites, voilà, que vous connaissez, il y en a des tas. Donc dans toutes ces bases de données-là, il suffit d'aller sur le site, quelque part à un moment donné, cliquer télécharger. Vous avez toujours plus ou moins un CSV ou un Excel avec les données comme vous le voulez. Mais parfois, quand vous avez par exemple beaucoup de sources de données différentes ou quand vous avez beaucoup de données sur un même site à aller télécharger, quand je parle de beaucoup de données, c'est au-delà de 10 séries, en fait, ça commence à être beaucoup à gérer, on va pas aller télécharger chacun des Excel, fusionner toutes les données de chacun des 10 Excel dans un même Excel, c'est pas pratique. Euh, Ce qu'on peut faire, c'est utiliser ce qu'on appelle les API. Un API est une interface de programmation, une interface d'application, une interface informatique qui définit les règles d'interaction entre plusieurs logiciels, définit les types d'appels et les demandes qui peuvent être effectuées. Donc, vous inquiétez pas, ça va devenir plus clair après. Les manières de les effectuer, d'étendre les possibilités d'autres logiciels par l'ajout de la ligne, etc. Donc là, si on prend ne serait-ce que le début, les règles d'interaction entre plusieurs logiciels. Donc, ce que je vais vous présenter ici, c'est que finalement, eux, ils ont un site web qui fournit une API, un serveur, okay, qui permet de vous communiquer les données que autrement vous auriez téléchargées,
Et en fait, vous, avec Python et votre éditeur Python, votre Jupyter Notebook, avec un certain nombre de packages Python, vous allez faire une requête sur ce serveur API, ok, à l'aide de l'API du site web, qui va vous permettre en fait de télécharger directement dans Python les données, par exemple, dans un data frame. Donc ultra pratique, plus besoin de, entre guillemets, d'aller faire toute une gestion de fichiers Excel compliquée. Euh, donc voilà. Donc évidemment, imaginez une boucle en Python. Si vous faites une boucle et que vous faites 1000 appels à ce serveur-là pour vous servir des données, si vous en faites 10 000 à la seconde, imaginez bien qu'il va y avoir un problème de surchauffe, entre guillemets, du serveur du site web. Donc, il y a en général des règles, c'est-à-dire que les fournisseurs d'API, ces sites web, ils disent aux utilisateurs, vous n'avez pas le droit de télécharger, par exemple, comment dire, vous n'avez pas le droit de faire au-delà d'un certain nombre d'appels au serveur par minute, par exemple, par heure. Ça dépend en fait des règles qui sont établies par le site. C'est jamais les mêmes, évidemment. Donc là, on va voir à quoi ça correspond de façon plus pratique. On va étudier en fait l'API de Yahoo Finance. Donc Yahoo Finance, a priori tout le monde connaît, c'est Yahoo Finance. Maintenant il y a Google Finance qui est peut-être un peu mieux. Bon voilà, Yahoo Finance. Vous avez la possibilité de faire des recherches. Si je mets CAC 40, hop, cliquez sur CAC 40, vous avez les données historiques, ok, avec les cours de clôture, d'ouverture, etc. Vous avez la liste des composants qui composent le CAC 40, donc les 40 entreprises qui le composent. Et voilà. Et ben en fait, toutes ces données-là, au lieu d'aller les chercher à la main, et ben en fait, il y a ce qu'on appelle une API, une façon de se connecter avec Python sur ce site-là pour aller récupérer ces données-là directement via Python. Donc, Yahoo Finance, c'est un cas un peu particulier puisque c'est une sorte d'API cachée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas il ne va pas y avoir de documentation sur Internet pour vous aider à utiliser l'API. Donc c'est pour ça que je vous la présente ici. Alors que pour la plupart des autres sites, vous allez avoir une documentation associée à ce système de requête de données en fait. Je vais vous montrer des exemples après. Donc pour ce faire, on va avoir besoin d'un certain nombre de packages que vous connaissez peut-être pas. Donc request, donc ça c'est pour faire des requêtes internet en fait via Python, aussi simple que ça. Je le labellise RQ. BS4, ça contient Beautiful Soup qui va vous permettre en fait de, ça on le verra peut-être juste après dans la partie web scrapping. Un site web est constitué de balises HTML, de CSS, etc. Et ben en fait, ces balises qui constituent les blocs d'un site internet, on peut aller naviguer dedans. Mais en fait, quand vous récupérez les données à partir d'un request, il faut les transformer entre guillemets en beautiful soup pour pouvoir naviguer à l'intérieur. On va voir ça plus tard. Donc JSON, c'est pour travailler avec les fichiers JSON. Donc ça, j'en avais déjà parlé une fois. En fait, JSON, en gros, c'est des fichiers qui contiennent des dictionnaires Python, pour faire simple. C'est pas ça. Le JSON existe par ailleurs, même avant, et de façon indépendante par rapport au dictionnaire Python. Mais pour vous synthétiser l'idée, ça a la même syntaxe. Un fichier JSON, c'est clé, valeur, clé, valeur, clé, valeur. Datetime, c'est pour gérer les dates. Panda, vous connaissez. NumPy, c'est pareil pour calcul scientifique, vous connaissez. Ça, c'est pour gérer des petits problèmes de chaîne de caractères et pour faire les plots ici. Donc, le mode gratuit de cette API, je suis allé voir un petit peu sur des sites qui permettent de le deviner, parce qu'il n'y a pas de documentation. Ça permet de faire 500 appels par mois. Alors par mois, ça me paraît peut-être peu, mais ça veut simplement dire qu'on peut aller requêter 500 fois par mois avant que ce soit bloqué. Donc requêter, c'est-à-dire lancer un script. Par exemple, si vous faites une boucle de 1 à 500, si vous faites 500 fois la chose, à un moment donné, ça va bloquer, il va vous dire vous ne pouvez plus le faire. Au-delà, il faut prendre un plan payant qui commence à 10 $ par mois. Voilà, donc ça, je vous ai parlé de l'API. Donc, soit on le fait, donc là, on va le faire manuellement, ok.
Donc là, vous avez l'URL. Alors j'ai stocké une URL dans la variable que j'ai appelée URL base. Vous voyez, elle est un peu particulière, c'est https query1.finance.yahoo.com. Si on va sur le site de Yahoo, vous voyez, c'est pas le même. Là, c'est fr.finance.yahoo.com. Donc en fait, ça c'est un lien. C'est comme ça que fonctionnent les API. Vous avez un lien comme une sorte de lien HTTP, enfin un URL, qui va vous permettre, avec une combinaison de paramètres qu'on va associer derrière cette URL, de faire des requêtes spécifiques en lui envoyant des paramètres. Okay, ces paramètres, ça va être par exemple ici, le symbole. Okay, donc symbole ici, FCHI c'est pour le CAC 40, okay, ça c'est le symbole Yahoo. Vous voyez ici, j'ai tapé CAC 40 et entre parenthèses ici vous avez bien le symbole. Ici, je lui détermine à l'aide du package datetime deux périodes, la période de début des données que je veux récupérer, la période de fin. Okay. Sauf que lui, il n'accepte pas les périodes au format année, mois, jour. Il considère, lui, il veut un timestamp. Donc timestamp, c'est le nombre de secondes depuis le 1er janvier 1980, dans mes souvenirs. 1er janvier 1970, je l'ai marqué là en fait. Ok. Donc peu importe. Ensuite, on construit l'URL, donc que je vais appeler URL suite, donc c'est pas très original. Donc V7 dans le nanana, et regardez ici, vous avez ici le pourcentage S qui fait référence à symbole, le pourcentage S ici qui fait référence à période 1, donc voilà, période 1 égale période 1 la variable, séparé par une hyperluette, ok, une sorte de AND. Période 2 égale pourcentage S, donc ça fait référence à la variable période 2, et intervalle égale pourcentage S, intervalle. Donc intervalle, je l'avais fixé à 1D. 1D, ça veut dire journalier. Okay, donc ça veut dire que je veux récupérer les données journalières. Donc full URL, donc c'est l'URL de base que je vous ai présenté en haut, plus la suite de l'URL. Donc ça, c'est vous pouvez pas le deviner. Enfin, je veux dire, cette partie-là, avant le point d'interrogation, vous pouvez pas le deviner parce que je l'ai trouvé dans le DOM du site. Ok, la partie intéressante, c'est que maintenant qu'on a notre URL complet, ok, c'est l'utilisation du package request. Donc ici, resp, c'est une variable que je crée, égale RQ, donc c'était l'alias pour, c'était le label pour request. La méthode get, ok, donc la méthode get, ça veut dire, enfin il y a deux façons de discuter avec le serveur, c'est avec get ou avec post. On va voir get essentiellement aujourd'hui. Donc on lui passe en premier argument full URL, donc c'est l'URL pour pointer vers le site, ok. Et là, il y a un keyword argument, c'est headers égale headers. Donc headers, je vous en ai pas parlé, on l'a défini juste en haut. C'est simplement pour dire au site web sur lequel vous vous connectez, au serveur du coup sur lequel vous vous connectez, je ressemble à un humain, j'ai un en-tête. Parce que si vous ne mettez pas d'en-tête, il risque de vous considérer comme étant une sorte de requêteur fantôme et il n'aime pas. Donc il faut, entre guillemets, que vous ayez un minimum d'identité pour pouvoir vous connecter au serveur. Donc ceci, là, je le récupère d'une certaine façon. Vous pouvez utiliser le même que le mien, en fait, ça ne changera pas grand-chose normalement. Mais je vous montrerai éventuellement comment récupérer ça si ça vous intéresse. Vous pouvez d'ailleurs le chercher sur Google, en fait. Faites une recherche pour récupérer les headers. Donc une fois que j'ai fait cette requête là que je stocke dans réponse, je lui ai appliqué point texte. C'est-à-dire que tout le résultat de ma requête, je veux le transformer en type texte, donc string. Donc ici là je fais une petite transformation, peu importe, et en fait ce qui se passe derrière c'est data, parce qu'en fait ça renvoie une longue chaîne de caractères contenant un tableau avec open, hello, date, etc. Donc il faut la faire passer là-dedans pour que ça puisse ensuite aller dans un data frame comme vous connaissez. Donc data égale pd.readcsv. Donc là c'est comme si on était en train de lire un CSV qui était en l'air, qui n'était pas un CSV, que vous avez sauvegardé sur votre ordinateur. Mais en fait, vous avez dans une variable, vous avez quelque chose ici avec str.io, pour io pour input-output, vous avez quelque chose qui ressemble à un CSV pour l'ordinateur et pour la fonction panda read CSV.
Donc panda.readCSV, vous lui passez str.io, et c'est comme s'il allait lire un CSV, sauf qu'en fait, votre CSV, il est dans la mémoire. Donc le séparateur, c'est la virgule, ok. Et donc là, on fait un... Alors attendez, j'ai pas exécuté mes packages. Ok, donc là voilà, j'ai fait print datahead, donc ça vous connaissez. Datahead, voilà les 5 premières lignes de mon data frame. Donc il y a bien date, open, high, low, close, etc. Et les 5 premières valeurs du CAC 40. Donc là j'avais requêté à partir de 2015, si on regarde mon truc, 2015, le juin 2015. 1er juin 2015. Ok, donc là on a bien 1er juin 2015. Donc après, ça se termine en 2017. Et donc là, j'ai juste simplement fait un petit graphique avec plt.plot, data, crochet, guillemets, close, pour voir le cours de clôture. Okay. Donc voilà, avec un simple petit code comme ça, donc, vous pouvez récupérer les données du CAC 40 que vous avez dans un data frame. Pas besoin de CSV, pas besoin d'aller télécharger quoi que ce soit sur Internet. Évidemment, si vous avez par exemple, vous souhaitez télécharger plusieurs symboles, il faut vous faire une liste de symboles, et vous allez faire une boucle dans laquelle vous allez mettre tout ce bout de code là. Okay, ça veut dire que ça va vous permettre d'aller récupérer un indicateur après l'autre, etc. Mais il va falloir gérer le panda différemment, le data frame différemment. Ok, donc ça c'était une façon très rapide de présenter l'API de Yahoo. Donc il y a plein d'autres choses, il faut aller fouiller. Maintenant il y a une autre chose que je voulais vous montrer, parce que vous avez l'habitude d'aller sur ce site. C'est le site de la Fed. Donc si on y va, vite fait. Ok, donc vous avez l'habitude d'aller sur ce site, et quand vous tapez catégorie sur la page précédente, vous avez, vous savez, les catégories de données. Enfin, vous avez les séries rangées dans des catégories. Ok, donc évidemment, il propose un service d'API. C'est-à-dire que, évidemment, ils trouvent ça eux-mêmes long d'aller chercher leurs données directement dans le site comme ça. Donc vous pouvez aller requêter les données via une API. La seule différence ici, par rapport à Yahoo, c'est qu'ici, on n'a pas eu besoin de clé d'API, donc de API key. Là, pour l'API du site de la Fed, vous allez avoir besoin d'une clé. Donc je vous ai mis le site ici. Alors ça c'est la documentation, pardon. Fred API. Oui, voilà. Donc sur la documentation, ils vous disent à un moment donné, voilà, API key ici, là, en haut à droite, et request or view your API keys. Donc là, il faut faire une requête, il faut demander, faut s'enregistrer sur le site, faire une requête de clé. En fait, c'est une façon de vous identifier et de vous contrôler si vous faites n'importe quoi avec l'API. Si vous faites trop de requêtes trop massives avec cette clé, à un moment donné, ils vont vous dire stop, tu dois en faire moins, ou il y a des plafonds à respecter, etc. Donc avant de l'utiliser, il faut que vous utilisiez, faut que vous obteniez cette clé. Ok. Donc cette clé, essayez de ne pas utiliser celle que je vous mets là, parce que c'est la mienne. Après, si vous l'utilisez, c'est pas ultra grave. Au pire, je serai bloqué, j'en ferai une autre. Essayez d'obtenir la vôtre, remplacez votre clé obtenue dans cette chaîne de caractères, et puis vous faites tourner le code de la même façon. Donc une fois qu'on a la clé, on a une documentation ici, c'est pas comme l'API de Yahoo, on a une documentation, donc on voit comment c'est foutu. On voit que Fred, catégorie enfant, donc enfant dans le sens dans un arbre catégoriel, okay, dans une organisation. Catégorie série, donc là c'est prendre une série dans la catégorie, etc. Et, voilà, et bien tout ça en fait ça correspond à une organisation de l'URL, ok, avec les slash, dans lequel vous pouvez aller requêter des données. Ok, donc vous avez une documentation, vous pouvez regarder. Évidemment, c'est un tout petit peu plus compliqué de le faire tout manuel
avec rq.get, comme je vous ai montré pour Yahoo, avec request.get. Ça, c'est quand c'est relativement simple, ou quand on fera du web scrapping après. Évidemment, les développeurs Python ont créé des petits packages Python qui vous permettent de vous faciliter la vie pour requêter des données sur l'API en question. Donc là, c'est l'API de la Federal Reserve. Regarde, là, je vous ai mis quatre personnes qui ont fait des petits packages pour pouvoir aller récupérer les données sur Fred API. Donc voilà, donc là, j'ai utilisé le deuxième. Donc ça vous facilite grandement la vie. Vous mettez votre clé, vous importez le package datapungi_fed. Donc ça, pour l'installer, il faut que vous fassiez une installation d'un package sous Python. Donc je vous encourage à le faire, à regarder sur Internet comment on fait. Avec pip install espace le nom du package que vous souhaitez installer. Ok, donc ça c'est la façon la plus simple. Après vous pouvez aller dans Panda, dans Anaconda, aller chercher manuellement, etc. Mais je vous essayez de le faire par ligne de commande. Donc on détermine, on passe à une classe data qui est définie dans le package la clé d'API. Ok. Full ici, bon, ça c'est un nom que j'ai donné parce que j'avais pas d'idée. Data.series GDP par exemple, verbose true, donc ça veut dire mets-moi les détails de la requête, ok. Parce qu'en fait le package ce qu'il va faire, c'est qu'en dessous de cette abstraction un peu de haut niveau, de ce package, il va faire des requêtes avec request, ok. Et peu importe. Donc full df égale full data frame parce que ça renvoie à un objet un peu particulier. Et request, full request, etc. pour avoir les données de request. Donc, dans le data frame, dans le DF que j'ai récupéré, si on exécute, dans le DF que j'ai récupéré, donc DF, voilà, on a bien une série de GDP. Okay, parce que je lui ai demandé ici, dans data.series, sors-moi le PIB. Ok, ça c'est un exemple ultra simple d'utilisation. Après, si vous voulez télécharger d'autres séries, il faut mettre le bon code ici. C'est tout de suite un peu plus compliqué. Je vous ai fait un exemple de cette chose un peu compliquée juste en dessous. Imaginons qu'on souhaite extraire l'ensemble des séries de la catégorie 95. Cette catégorie correspond aux séries de taux mensuels classées sous la catégorie parente taux de change. Donc si on va sur le site, donc là sur les catégories, j'ai dit quoi? J'ai dit taux mensuel classé sous la catégorie taux de change. Donc là, si on cherche taux de change, exchange rate, il est où? Voilà. Ici, exchange rate, vous cliquez dessus. Ça, c'est la catégorie parente. Et ici, monthly rate, en fait, une catégorie enfant, c'est simplement une sous-catégorie. Okay, monthly rate, vous cliquez dessus. Vous voyez qu'il y a combien de séries? Il y a 39 séries dans monthly rate. Ok. Et imaginons, parce que je suis vraiment fatigué, j'ai pas envie d'aller toutes les télécharger à la main, les 39, mais j'en ai besoin dans un certain travail. Ok, donc ce que je vais faire, c'est que je vais pas aller cliquer. Je vais récupérer les informations de la série 95. Ok. Alors comment je sais que 95, enfin de la sous-catégorie 95, c'est parce que quand j'ai navigué dans le lien ici, quand j'ai navigué dans le site, pardon, vous voyez ici, vous avez /catégorie /95. Donc je sais que la catégorie qui m'intéresse, c'est la sous-catégorie taux mensuel, taux de change, et son identifiant, c'est 95. Donc, on peut faire data.categories grâce au package Python, là. Series 95, info. Et donc ça nous sort un data frame. Donc ça nous sort quoi? Autriche US, les taux de change Autriche vs dollar, Belgique vs dollar, etc. Brésil vs dollar, Canada vs dollar, etc. Donc en clair, chaque ligne correspond à une série. Donc si on regarde là, toutes les séries qui sont listées dans mon data frame, ça doit être les mêmes séries ici qu'il y a sur le site. Donc là, vous avez d'autres informations. Vous avez si c'est ajusté pour la saisonnalité.
Vous avez des notes à la fin, vous pouvez lire, etc. Et nous, ce qui va nous intéresser, c'est les idées, les identifiants. Ok? Ce que je vous ai dit tout à l'heure, GDP, c'est facile, il reconnaît, ça permet de télécharger le PIB. Sauf que si vous souhaitez télécharger les séries, il va falloir donner les identifiants de ces séries. Donc là, j'ai extrait la liste des identifiants de toutes les séries de cette catégorie. Donc tac. Donc en gros, ça fait une liste qui contient des tuples avec l'identifiant, une description et un nom. Enfin voilà, j'ai mis le nom complet et la description. Donc nous, ce qui va nous intéresser, c'est surtout l'identifiant qui est le premier élément de chaque tuple de la liste. Dans une boucle for info info bis, je télécharge finalement avec IDX qui itère sur chacune des idées qui sont contenues dans la liste de tuples. Donc je le fais. Donc ça prend un peu de temps. Ça prend un peu de temps. Ça me permet de vérifier si le micro fonctionne bien. Ok. Ok, donc ça a terminé. J'ai stocké l'ensemble de mes séries dans résultat. Ok. Donc résultat, c'est une liste de data frames en fait. Donc si je prends juste, d'ailleurs résultat, c'est pas une liste de data frames. Résultat, c'est un dictionnaire. Ok. Donc dans lequel j'ai mis en clé l'identifiant et en valeur, j'ai mis le data frame parce que la valeur, ça peut pas être simplement un nombre, ça peut être aussi un objet. Donc j'ai mis un data frame. Donc là, ça me permet de faire rapidement pour vous montrer résultat, un identifiant au hasard, ok, donc Exinus, bon, Exinus, je sais plus lequel c'est exactement, Exinus, voilà, donc c'est les roupies indiennes vs le dollar, ok. Donc si on veut regarder un petit plot rapide, voilà, vous avez la roupie indienne vs le dollar, ok. Donc facile d'utilisation, ça vous économise énormément de temps au lieu d'aller télécharger les 39 trucs. Vous allez faire des erreurs en fait dans l'agrégation d'Excel, donc là ça vous permet de le faire directement. Donc là, voilà, ça c'était un exemple d'utilisation d'une API, de l'API de Fred, ok. Donc là, je vais vous montrer rapidement mon site préféré du moment qui est paypal.fr, je vous en ai parlé au début. Donc pour accéder aux informations légales des entreprises et toute la documentation juridique, etc. Donc pareil, eux, si on va sur leur site, donc on va le faire là. On va le faire ici, donc paypars.fr. Donc vous allez avoir quelque part ici, regardez souvent dans les bandeaux en bas des sites web, vous avez soit API, soit développeur. Souvent vous allez plutôt croiser sur les sites, ça va être plutôt marqué développeur. Là c'est marqué API, ok. Et maintenant vous savez que cette petite tabulation, cette petite table, cet onglet développeur, et ben en fait ça vous sert à vous connecter directement à la base de données du site pour interchanger des données. Donc pas connecté à la base de données, hein, mais connecté au service de données. Donc là, c'est encore une fois une API qui est documentée. Donc la documentation est super propre en plus, donc super bien faite. Vous avez ça vous permet d'aller télécharger à un moment donné, je crois, une API. Alors, la clé API, on peut l'appeler aussi API token, c'est un autre nom. Vous avez l'URL d'accès à l'API, donc comme pour Yahoo, et voilà. Et vous avez une documentation qui vous permet d'aller faire des requêtes en fonction d'un certain nombre de paramètres que vous, utilisateur, aurez indiqués lors de l'appel à l'API. Donc voilà un exemple de cette requête. Donc allez chercher votre propre clé API. Ça peu importe ça en fait. Ok. Et là, par contre, params, c'est un dictionnaire qui contient les paramètres qui me sont permis de spécifier pour ma recherche. En fait, c'est un peu comme quand vous allez sur le site et que vous faites, vous savez, une recherche avancée. Ça vous met tout un tas de critères à spécifier, quel département, quel truc, etc. Alors en fait, au lieu de le faire dans un environnement un peu plus sympa, vous le faites dans un dictionnaire. Et donc comment j'ai deviné tous ces paramètres, Q, précision, code nav, département, région, etc. Et bien finalement, c'est que dans la doc. Donc vous allez vous retourner dans la doc, et là vous apercevez que voilà, tous les paramètres ici que j'ai utilisés, je les ai récupérés, je les ai copiés dans un dico. Ok.
Et donc on peut spécifier des choses ou laisser vide. Donc là, je vous ai fait un exemple. Alors moi, j'ai constitué un exemple avec 1000 par page, un code NAF 56.30Z. NAF, c'est un identifiant de secteur d'activité. Alors, c'est les débits de boissons. Hein. C'est les débits de boissons à Nîmes, en code postal 30 000. Ne demandez pas pourquoi. Voilà, donc on fait la requête, parce que c'est une requête relativement faible, il n'y a pas beaucoup non plus de débits de boissons à Nîmes, donc ça va aller vite. Donc ici, on exécute la requête, et on se rend compte. Donc là, la requête, elle est simple. Ici, vous connaissez le rq.get maintenant, vous passez l'URL dedans, en spécifiant les paramètres avec le pourcentage S, pourcentage S. Le premier pourcentage S, il fait référence à la clé, à l'API key. Okay. Et le deuxième pourcentage S, il fait référence à params2. Params2, je l'ai défini juste en haut. Params2, j'ai passé une fonction à params qu'on a définie ici. Cette fonction, elle s'appelle URL encode. Pour passer des paramètres dans un URL, il faut que ce soit le paramètre égale sa valeur, uperluette, le paramètre 2 égale la valeur 2, uperluette, etc. Sauf que là, moi, j'ai un dictionnaire, donc il faut bien que je transforme le nom du paramètre avec sa valeur dans un format que l'URL comprend. Et bien en fait, URL encode, c'est simplement ça que ça fait. Si on print params2, vous avez le paramètre égale la valeur, uperluette, page, égale rien, parce que j'ai rien spécifié pour page. Excusez-moi. Du coup j'ai fait cette requête que j'ai stockée dans réponse. Il faut savoir que cette API me renvoie un fichier JSON, donc je mets .json, parenthèse à la fin. Si on affiche ceci, en fait, quand je vous disais que le JSON correspond à un dictionnaire Python, disons que quand on parse, on analyse un fichier JSON qui arrive du web, et ben en fait, Python le transforme directement en format dictionnaire. Donc là, on voit bien le résultat. Résultat, 2 points. Avec, dans une longue liste, tous les résultats. Le sirène de l'entreprise, le nom de l'entreprise, donc là, Los Santos, le siège, etc. Tout un tas d'informations, le code postal, la ville, la latitude, la longitude, le code NAF, le débit de boisson, forme juridique, une SARL, etc. Donc il y a pas mal de données manquantes, hein, mais c'est normal. Ça dépend du statut juridique de l'entreprise, ils ne sont pas tous obligés de fournir les mêmes informations, etc. Donc c'est des données, attention, assez complexes à utiliser, voilà, ça nécessite beaucoup de travail au préalable. Et là, vous avez toutes les listes qui correspondent à ma recherche que j'ai publiée ici. Donc très intéressant, si ça vous intéresse de bosser avec les données d'entreprise françaises. Donc vous avez aussi des données, me semble-t-il, des données résultats, chiffre d'affaires, etc. Bon, bah là, sur les petites entreprises type SARL, le bar du quartier, ils sont pas obligés de donner leur chiffre d'affaires, etc. Ok. Donc, ça, c'était l'utilisation d'outils mis à votre disposition par les sites web pour requêter de la donnée depuis une interface. Nous, notre interface, c'est Python, parce qu'on utilise Python. Mais évidemment, vous pouvez utiliser ces API via, en fait, quasiment tous les langages de programmation qui existent. Le plus connu aussi pour faire du web et de l'interaction avec des API, c'est le JavaScript. Nous, on fait pas de... On fait pas de... on fait du Python. Mais on peut le faire avec R aussi, même si c'est pas initialement fait pour ça, on peut le faire. Ok, donc ça c'est vraiment une partie cool. Avant toute chose, quand vous allez sur un site et que vous souhaitez automatiser la récupération de données, vérifiez avant toute chose s'il n'y a pas un onglet développeur ou API pour requêter ces données. Parce que sinon, là on va voir le prochain chapitre, ça va être du web scrapping, donc en clair, récolter de la donnée, mais quand il n'y a pas d'API, en fait, quand il y a une API, c'est pas utile d'aller récolter de la donnée manuellement, laborieusement, alors qu'il y a une API qui vous permet finalement d'avoir les données de la même façon. Donc c'est ce qu'on va voir après. Donc introduction au web scrapping, définition et outils.
Le web scrapping il désigne méthode automatique pour collecter des informations sur Internet. En fait, la première façon de le voir, c'est de simuler, de simuler la navigation sur Internet d'un humain. C'est-à-dire qu'au lieu de naviguer comme ça, clic, etc., aller chercher les données, ça va le faire à votre place, c'est comme une sorte de bot ou de robot qui le fera à votre place. Donc là j'ai mis vente de base de données, utilisation de la recherche. Ah ouais. Donc construire une base de données, donc ça vous permet de construire une base de données, vente de base de données, parce qu'il y a beaucoup de données comme ça un peu éparses sur Internet, on peut tout web scraper on peut tout scraper en réalité, et vous pouvez construire des bases de données très enrichissantes dans le sens où elles sont pas conventionnelles, elles sont un peu alternatives, c'est des données un peu, en fait, d'à peu près tout et n'importe quoi, tout ce qui vous plaît peut être, vous pouvez construire une base de données à peu près de tout ce qui vous plaît. Mais pour la vendre, il faut par une documentation, c'est compliqué. Enfin, il faut que ça intéresse. En général, c'est gratuit quand même. Euh, Utilisation de la recherche, ouais, ok, voilà. Donc l'outil, le langage Python, Request, Beautiful Soup, ça vous connaissez maintenant. Alors Beautiful Soup, on l'a pas encore utilisé, on va l'utiliser maintenant. Scrappy, c'est un autre langage, pas un autre langage, un autre package qui permet cette fois-ci de faire une sorte de toile d'araignée de réseau d'information, et c'est un peu plus complet que Request, etc. Ça permet de faire un scrapping un peu plus développé. Quand vous développez vraiment une application de scrapping, etc., vous pouvez faire quelque chose avec Scrappy. Nous, on ne va pas l'utiliser. Donc voilà, avec R, VBA, etc. Selenium, donc ça, on va pas le faire là. C'est vraiment tenter de reproduire le comportement humain de navigation sur un site internet via Python. Donc ça, je vous encourage à aller regarder, c'est assez intéressant parce que c'est marrant. Quand vous lancez votre script Python, d'un coup, vous avez votre navigateur qui s'ouvre, vous voyez les pages tourner toutes seules sans la souris, etc. C'est assez, pour la fois, c'est assez troublant. Mais on va pas le faire là parce que nous, on va utiliser Request simplement où il n'y a pas de simulation de vraiment du clic, etc., quoi. Euh, Donc là, c'est vraiment une introduction ultra rapide au web scrapping. Je vais vous donner quelques notions, mais alors il faudrait que vous ouvriez un tutoriel ou un cours d'HTML, ça prend pas des plombes à apprendre, en plus c'est hyper facile, et de CSS pour comprendre à peu près comment, pas en profondeur, hein, mais en superficiel, de quoi est composé un site web, si vous ne le savez pas déjà. Euh, donc un site web, c'est composé d'un langage balise qu'on appelle HTML et de CSS. Le CSS, ça permet en fait de rendre jolies vos balises, de faire le style du site web. HTML, en fait, on l'appelle un langage, mais c'est plutôt un assemblage de balises. Donc pour savoir à quoi ça ressemble, vous prenez n'importe quel site. Donc prenons par exemple celui-là, là, l'Observatoire de la complexité économique. Vous appuyez sur F12. Ok, donc F12, ça c'est pour tous les navigateurs. Alors pour ceux qui utilisent Google Chrome, ça va s'ouvrir sur votre droite. Moi j'utilise Firefox. Ok. Donc là vous voyez ici, vous avez un certain nombre d'onglets que vous retrouverez à droite, ou pour les autres navigateurs c'est à peu près foutu pareil. Vous avez l'onglet Inspecteur. Inspecteur, donc là vous voyez, vous avez tout un tas de code. Donc si vous développez, vous avez div qui se mettent en cascade comme ça, avec des indentations, avec des balises fermantes, etc. Les balises div, c'est des balises qu'on appelle blocs. En fait, si je survole celui-là, div class, c'est un attribut égal navbar, vous voyez, ça met en couleur la banderole du site, en haut, navbar. Donc ça veut dire que ce bout de code-là, il correspond sur la page web à l'affichage de la banderole en haut. Donc voilà, c'est des systèmes de blocs. Je ne peux pas vous faire un cours de HTML ici. Voilà, c'est un assemblage de blocs, etc. Donc finalement, vous voyez juste un site web comme plein de blocs emboîtés dans lequel il va falloir aller chercher de l'information. Ok. Ok, donc le CSS, on ne va pas trop en parler, c'est simplement pour faire l'apparence et le style de votre page web. Des sélecteurs, donc ça, les sélecteurs, c'est ce qui va vous permettre d'aller accéder à certains éléments via l'informatique, certains éléments du site web. On va pas trop l'utiliser non plus, on va faire un exemple plus simple en fait nous. Euh,
Il y a un truc qui est intéressant aussi à connaître, c'est l'interface de réseau. Donc en fait, quand vous êtes sur le F12 ici, à un moment donné, parmi toutes les tables que vous avez là, vous avez un truc qui est Network. Donc Network, pour voir ce qu'il y a dedans, il faut recharger la page. Donc là, vous allez avoir tout un tas de lignes qui vont apparaître. Quand vous cliquez dessus, vous allez avoir plein d'informations. Et alors en fait, ces lignes, ça correspond aux communications entre le client, donc c'est-à-dire vous, l'utilisateur du site web, et le serveur. Ok. Donc en général, quand le site est bien fait et moderne, ce qui se passe, c'est que les données qui apparaissent sur les graphiques du site web, qui apparaissent dans les tables du site web, ben en fait, elles sont envoyées dans un format, le plus souvent JSON, pas tout le temps, mais le plus souvent JSON, envoyées depuis le serveur jusqu'à vos yeux finalement, jusqu'au navigateur. En fait, il existe des méthodes entre guillemets web scrapping. Au lieu d'aller faire ce qu'on va faire après, en fait, vous interceptez les données qui transitent par cet onglet network pour aller, en fait, pour gagner du temps, parce que les données qui transitent ici dans la réponse, vous avez des données qui correspondent en fait aux données que vous voyez ici. Donc ça, c'est un tout petit peu plus compliqué. Alors c'est pas très compliqué en réalité. Ceux qui s'intéressent au web scrapping, comment dire, je vous encourage à aller regarder cet onglet network et voir ce qui s'y passe. C'est les données en fait qui transitent là. Et avec Python, on peut intercepter ces données qui transitent. On va pas faire ça exactement, nous on va faire un truc beaucoup plus simple. Donc voilà, il y a plein de types de données qui transitent évidemment. Il y a les images, il y a les CSS, JavaScript, les données de façon générale, okay, et les pages HTML. Ok, donc là, passons à l'exemple pour être plus clair. Ici, on va importer toujours les mêmes packages, request, panda, beautiful soup, pickle, donc ça c'est simplement pour... en fait, j'en ai pas besoin ici. Et importer un package qui s'appelle time. Ok. Donc là, pour l'exemple, on va s'intéresser à un site qui s'appelle thebanks.eu. C'est un site qui a été utilisé par mon camarade Pierre Durand pour faire sa thèse et pour récupérer des données sur les banques, sur les données de faillite, etc. Les banques européennes. Donc ce site, voilà, bon, ça fait une base de données en plus, vous avez des informations sur les banques, celles qui ont fait faillite, celles qui restent par pays, etc. Donc là vous avez par exemple liste des banques par pays. Donc là vous avez les pays, quand vous cliquez dessus, vous avez la liste des banques, etc. Donc ça peut être intéressant. Donc là ce qu'on fait, c'est ce qu'on a déjà fait. Donc URL base, la base de l'URL, URL 1, banque by country, on assemble les deux ici dans le rq.get et on met les en-têtes. L'en-tête qu'on a définie dans l'exemple au niveau des API. Soup, alors cette fois-ci, voilà, ce que je vous disais, quand là on récupère la réponse, c'est une sorte de charabia, ok, qu'on récupère, et on a envie de le mettre en forme, de le passer dans une fonction qui va nous permettre de nous balader dans chacun des blocs qui constituent le site web. En fait, ce qu'on a téléchargé avec rq.get, c'est ce que je vous ai montré là. On a l'inspecteur. On a téléchargé en fait on a téléchargé le document object model, c'est ce on appelle ça comme ça. Enfin, en fait, la structure du site web. Ok. Ok. Donc une fois qu'on a fait ça et que nous on s'intéresse à thebank.eu/bank by countries, donc j'y suis. Ok. Si on fait un F12 et qu'on regarde ce qui s'y passe, nous on a un tableau ici, on a un tableau qui reprenne pour chaque ligne les pays. Ok, donc nous ce qu'on voudrait faire, c'est récupérer par exemple la liste de tous les liens, parce que si on doit naviguer dedans, vous comprenez bien qu'il faut récupérer les liens. Comme quand on clique, ça clique sur un lien. Donc si on veut récupérer tous les liens des pays ici, on va faire comme ça. On va définir ici une liste compréhension, donc vous pouvez la déployer chez vous, faire un for conventionnel. Pour éléments dans soup.findAll. Donc soup, c'est la variable qu'on a définie ici, c'est en clair les données formatées. Pour ces données avec ce format Beautiful Soup, il y a des méthodes, et là on utilise la méthode qu'on appelle findAll. Soup.findAll A. Donc A, ça correspond à quoi?
A, c'est simplement, quand on prend la petite flèche ici, on va sur le lien. Je ne sais pas si c'est super grand, mais vous avez ici, à ce niveau-là, vous avez une balise qu'on appelle une balise A. Ça vous permet en fait de faire des liens en HTML. Et en fait, nous, ce qu'on veut récupérer, c'est la valeur de l'attribut href. Href, c'est hyperlink, c'est hyperréférence. Ok. En fait, nous, ce lien-là, /bank by countries /Andorra, on veut le récupérer. Pourquoi? Parce qu'après, si on fait un copier ici et qu'on le met à la place de bank by country, voilà, on va avoir by bank country /Andorra. Si je clique dessus, ça m'envoie sur la liste des banques en Andorre. Okay, donc nous, on veut récupérer tous les liens de ces pays pour chacun des pays. Ok. Donc là, if bank country in LFRS, ok. Donc je récupère et link countries, vous voyez, j'ai récupéré tous les liens des pays. Ok, donc pour éviter maintenant de faire crasher le site, on ne va pas aller récupérer les données de chacune des banques de tous les pays, on va aller se focus sur un pays en particulier. En fait, j'ai choisi complètement au hasard, j'ai choisi d'aller regarder un petit peu ce qui se passait pour les banques de Bulgarie. Donc vous voyez le lien ici, on refait une requête, par exemple, rq.get http, au lieu de passer la variable base URL, etc., je l'ai mis en dur ici, c'est pareil. https thebank.eu banks by country /Bulgaria. On met les en tête. Et on fait comme d'habitude, soup égale bs rest.content. Ok. Alors, on va aller sur la page de la Bulgarie pour voir ce qui s'y passe. Donc en fait, la page, elle se présente comme ça. Donc, vous avez une page avec des petits blocs ici, des carrés qui correspondent à chacune des banques présentes en Bulgarie. Ok. Je ne sais pas combien il y en a exactement. Maintenant, si on inspecte, si on prend le F12, si on regarde un petit peu comment accéder à chacun de ces éléments, parce qu'on veut aller regarder les données dans chacune des banques de Bulgarie, on fait un petit coup de flèche ici à gauche, on va regarder ici. Donc c'est comme si je voulais cliquer sur le lien ici, Allianz Bank Bulgaria AD par exemple. Et bien en fait, de la même façon, vous avez un A href thebank.eu banks / 10740. 10740, c'est finalement l'identifiant de la banque. Ok. Donc nous, encore une fois, il va falloir, dans cette page, récupérer tous les liens correspondant aux liens des banques qu'on aurait cliqué si on était un humain. Ok. Donc je récupère donc là je récupère les blocs avant les liens, et là c'est les liens. Donc ici, en fait, avant de récupérer les links exactement ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré la classe. Vous voyez ici, c'est la classe parent du A href, donc qui contient le lien. C'est la classe qui s'appelle div. Alors c'est l'objet qui s'appelle div, l'attribut classe égale rounded. Rounded, c'est la valeur d'un attribut. Un peu comme dans l'édico Python, clé valeur. Ne cherchez pas plus loin, mais je ne vous ai pas fait de cours de HTML. Donc, en fait, je vais récupérer toutes les divisions classe rounded. Et bien, regardez, il y en a plein, en fait. Alors, si on en ouvre une autre, ici, class rounded, etc. Mais à chaque fois que je passe le curseur dessus, donc là je suis sur la première, ça s'allume en bleu. Si je passe sur la deuxième ici, hop, c'est la deuxième, etc. En fait, si on descend, il va y en avoir plein d'autres blocs. Et nous, on va récupérer tous ces blocs, et au sein de ces blocs, on va aller récupérer les liens qui nous intéressent, le lien des banques. Donc c'est ce qu'on fait, tac, 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 avec toujours la même fonction find all, ok. Donc là, je spécifie div classe avec un underscore ici, rounded. Vous pouvez aller regarder, vous inspecter ce qu'il y a dans la variable, vous faites chez vous. Links underscore banks, donc si je print links underscore bank, vous regardez, pour toutes les banques bulgares, j'ai récupéré la liste des liens avec leurs identifiants. Ok, bon, alors là je me donne un exercice. Maintenant que j'ai cette liste de liens, qu'est-ce qu'il y a comme données intéressantes, qui pourraient nous intéresser sur le site de chaque banque?
Alors moi, j'ai fait un truc très simple. Je veux le nom de la banque. Je veux récupérer le revenu net, ok, en 2020. Donc je veux récupérer cette donnée-là dans la page. Ça marche. Cette donnée-là, et c'est tout. Donc le nom et le revenu net. Alors ce qu'on va faire, on va faire une méga boucle. Et dans cette boucle, on va faire plein de requêtes qui correspondent à chacune des pages correspondant aux banques. Donc, vous vous souvenez, Linksbank, c'est le conteneur là, qui contient tous les liens. Et donc là, je crée une variable muette, donc que j'ai appelée linkbank, au singulier ici pour link. Et pour chacun des liens dans la liste, je vais aller faire une requête rq.get. Ok. Ça, le idbank, c'est simplement pour récupérer juste l'identifiant avec la fonction split, ça vous l'avez vu en cours. C'est juste pour récupérer le numéro ici, que je mettrai dans mon résultat final. Donc je fais ma requête pour linkbank, donc la banque en cours dans mon itération. Je transforme les données de cette requête. Le nom de la banque, je le récupère donc soup find all, donc cette fois h1 classe et le nom d'une classe que j'ai récupérée sur le site. Donc h1 classe, le nom de la classe. Donc comment je le sais? Je vais sur le site, je fais F12, je sélectionne le petit curseur à gauche ici qui me permet d'aller me balader et l'afficher sur l'inspecteur. Si je me positionne sur le titre, je clique, ça me surligne ici le lien qui contient le titre. Enfin, comment dire, l'élément dans le document object model qui contient le titre. Donc là, on voit bien que c'est un élément, une balise de type H1. En HTML, c'est simplement pour faire des titres. Donc là, c'est le titre majeur, le titre le plus gros, c'est H1 en HTML. Classe, c'est un attribut, c'est simplement pour identifier les titres dans une page. Okay. Classe égale et le nom de la classe. Donc là, le nom de la classe, ici, je peux double-cliquer et récupérer, faire un copier-coller ici du nom de la classe. Ça, je le récupère, copier. Donc je sais que c'est un H1, une balise de type H1 avec un attribut classe qui a une valeur page title machin. Et regardez ce que j'ai mis ici. Soup find all H1 classe et la valeur de la classe. Ok. Donc je fais ça. 0, ça veut dire que je prends le 0e élément de ce find all. Ok, parce qu'en fait, moi je veux que le premier qui apparaît, et en fait il se trouve que le 0e, c'est le titre du site. Donc, point texte, donc ça veut dire que je veux récupérer que le texte à l'intérieur. Ok. Donc, que le texte, parce que sinon il va vous renvoyer H1, classe, machin, Alliance Bank Bulgaria, balise fermante, H1. Et ça, nous, en fait, ce qui nous intéresse, c'est juste le titre. Donc, c'est pour ça que j'ai mis texte. Okay. Donc là, je l'ai mis dans une structure qu'on appelle essai exception, try except. C'est-à-dire que des fois, pour certaines banques, ça foire un peu. Donc du coup, si jamais il y a une erreur là-dedans, eh ben, il passe à except. Et en fait, il n'arrête pas le code, il n'arrête pas la suite du code parce qu'il y a eu une erreur à un moment donné dans l'itération. Okay. C'est pas une très bonne pratique, mais là je l'ai fait juste pour la facilité. Donc pareil, ici, ce dont on va avoir besoin, c'est le net income. Donc le net income, il était où? Il était ici, là. Net income 2020, 8,24 millions de BGN. Donc BGN, c'est l'acronyme de la monnaie bulgare, je crois que c'est le lev bulgare, si je l'ai noté. Lev bulgare, ouais. Ok, donc je vais récupérer cette donnée-là. Ce qui se passe, net income, donc pour tous les éléments, alors là c'est assez compliqué, c'est que pour chacune des banques, je vais faire, alors L for L in soup.findAll div class ce truc-là. Donc on va regarder à quoi ça correspond ensemble. Si je me mets sur l'élément que je veux récupérer, alors on voit que c'est dans un span classe subtitle 2 et en dessous vous avez le texte ici là dans l'inspecteur. Mais tout ça là, c'est contenu dans une classe qui s'appelle call-md-6-call-lg-6. Ok. Et ben en fait, je me prends pas la tête. Il faut être un peu malin aussi dans le scrapping. Je sais pas si c'est robuste, mais en tout cas, ça me sert à tirer les données. Ok. Vous copiez ici le div class call md-6, etc. Et en fait, on sait que en dessous,
en fait, quand on recherche par classe et quand on va rechercher cet élément, il va nous retourner en fait tout l'élément, donc le bloc, c'est-à-dire tout ce qu'il y a à l'intérieur aussi. Donc à l'intérieur, il y a aussi les données qui nous intéressent. Donc en fait j'ai élargi un petit peu ma requête, enfin ma recherche, pour pouvoir aller derrière, filtrer derrière, en fait. Donc c'est ce que je fais ici. Donc pour tout, dans subFindAll div, trouve-moi toutes les classes dans la page qui correspondent à div classe avec cet identifiant, ok, et retiens-les, parce que là c'est une condition dans une liste compréhension. Allez voir les listes compréhension sur Google si vous ne les comprenez pas. Parce que là, au lieu de faire un énorme bloc for, each, etc. en Python comme on vous a appris, je l'ai fait en mode un peu plus abrégé. Donc if net income in strl. Donc en gros, si dans le div ici, vous avez à un moment donné un texte qui vaut net income, alors tu le gardes. Et si par exemple il y a d'autres, ici on va aller ici, par exemple ici il va aller récupérer cet élément, on va vérifier s'il y a net income dans cet élément là, il n'y a pas de net income, il y a total asset, donc il ne va pas me le retenir. Ok. Net income propre, ça c'est simplement pour nettoyer les données et pour avoir un texte. Ok. Donc je l'exécute, donc ça prend un peu de temps celui-là. Donc en fait, intéressez-vous au HTML, peut-être juste dans une optique pour aller récupérer de la donnée, pas forcément pour construire un site, même si c'est intéressant de le savoir, c'est pas très très compliqué. C'est un enchevêtrement de boîtes dans lequel on va itérer. Mais c'est pas mal de le comprendre pour faire du web scrapping un petit peu à la dure, comme je vous montre là, sinon ça reste compliqué. Ok, donc ça a terminé de tourner. Résultat, qu'est-ce qui se passe? On a une liste qui contient des tuples, et on a l'identifiant de la banque dans le premier élément du tuple. On a le nom de la banque, c'était la première donnée qu'on souhaitait récupérer. Et on a 8,24 MLN pour million de lèvres bulgares. Okay, et à chaque fois, pour toutes les banques, on a ces données. Alors, vous voyez, comme c'est relativement compliqué, c'est-à-dire que là, il n'y a pas d'API et le site n'est pas fait pour vous donner la donnée facilement. Pourquoi je dis ça? C'est parce que là, c'est pas des valeurs numériques. Le dernier élément de chaque tuple, là, les valeurs, c'est pas des éléments numériques. Parfois, en plus, il y a 8,24 millions BGN, ok? Donc ça, c'est du texte, c'est une chaîne de caractères. Il va falloir la transformer de telle sorte à aller récupérer le 8,24 et faire fois 1 million si on veut l'avoir en pas en abrégé avec le suffixe million. Parfois sur d'autres pages c'est moins 4,842 nana, il n'y a pas million, donc là ils l'ont mis en brut, BGN, etc. Donc là vous voyez, il va y avoir un petit peu de travail après pour récupérer ces données-là et les mettre au format float, donc au format numérique, qui va nous permettre de, par exemple, de tracer un graphique. Ça je le fais pas ici, mais c'est simplement pour illustrer le fait que quand on fait du web scrapping et que c'est pas et que le site n'est pas fait entre guillemets pour ça, il y a toujours un peu plus de travail. Il y a du travail de nettoyage en fait des données que vous récupérez des sites. Ok? Voilà, simplement pour ça. Donc là, vous avez tout de même vos données. Donc si jamais, imaginons que vous n'arrivez pas à nettoyer ces données-là, et que vous n'en avez que 30 comme ça, ben vous pouvez très bien vous copier ça sur votre éditeur de texte préféré ou n'importe quoi. Voilà, vous nettoyez, vous en faites un fichier Excel, vous voyez. Donc c'est relativement simple à faire. C'est relativement simple à faire, mais en Python, ça nécessite un peu de bidouille, etc., de prendre tous les cas possibles avec millions, pas millions, avec le signe négatif devant, etc. Ok, donc voilà, là on a récupéré sur un site qui est à la base qui est pas fait pour ça, des données qui sont intéressantes. Le nom des banques présentes en Bulgarie avec leur résultat, leur résultat net, leur revenu net. Ok. Donc là, en fait, c'est la même chose, c'est simplement que j'ai décomposé, au lieu de le faire pour chacune des banques, je l'ai fait banque par banque pour que vous puissiez regarder à quoi ça correspond. Ok. Là, c'est juste, c'est les mêmes éléments qu'il y a dans la boucle, juste pour que ce soit plus simple pour vous. Donc voilà, donc ça c'était une introduction ultra rapide au web scrapping, parce qu'en fait, c'est impossible là de faire un cours comme ça en demi-heure, c'est une introduction. Donc là, vous avez peut-être les clés de compréhension, ou en tout cas, si c'est pas de la compréhension, c'est des clés des pistes de recherche. Vous pouvez
vous pouvez aller suivre un tutoriel, et si vous allez suivre un tutoriel, vous allez avoir en fait, tous les mots-clés là que je vous ai lâchés, vous allez les retrouver. Et voilà, enfin, vous voyez, c'est simplement ça. Connaître un petit peu les bases HTML et utiliser Python pour aller récolter les données dans les balises HTML, simplement. Donc moi, je vous encourage, la plupart du temps, quand vous travaillez en économie, quand vous allez faire des études économétriques, etc., utilisez, télécharger directement les données sur le site, ou utiliser les API. Le web scrapping, c'est un truc qui peut vous servir à vous, mais des données web scrappées de la façon dont je vous ai montré, par exemple dans une étude économétrique, ce sera mal perçu. Parce que les gens, finalement, même si vous avez confiance en votre propre travail pour des données économiques, pour vos données économiques que vous avez récupérées, si les gens vont vous dire oui, mais c'est quoi la source des données, vous l'avez chopé où, comment vous avez fait à la main, vous avez fait automatique, et ça peut, on peut prêter le flanc à la critique si vous faites quelque chose comme ça d'un peu manuel. Donc si jamais vous faites quelque chose d'un peu manuel, mais vraiment super intéressant avec des données vraiment originales, il faut vraiment le justifier, dire pourquoi, dire comment t'as fait, présenter la méthodologie de récolte de la donnée, etc. Mais sinon, utilisez, en fait, ce cours-là, vraiment utile pour vous présenter les API et l'interaction directement avec les sites qui vous permettent de télécharger leurs données avec des langages informatiques. Voilà, ben, j'espère que cette introduction vous aura plu, et puis je vous dis à bientôt sur le chat Discord pour vos éventuelles questions. Merci beaucoup.